Ma belle-fille a exigé que je lui verse un loyer de 800 € par mois pour occuper une simple chambre dans ma propre maison, tout ça pour financer les soins de sa propre mère, tandis que mon fils n'a pas dit un mot. J'ai simplement hoché la tête, fini mon café, et j'ai commencé mes cartons le matin même. 3 jours plus tard, j'étais parti, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont compris qui faisait réellement tourner cette maison. Il était exactement 7 heures du matin, un mardi. Dans ma cuisine située dans la banlieue chic de Lyon, ça ne sentait pas le café fraîchement moulu, mais plutôt le détergent agressif. Ma belle-fille, Clémence, avait décidé unilatéralement que ma vieille cafetière à filtre n'était plus hygiénique et l'avait bannie au fond d'un placard sombre. À sa place trônait une machine à capsules rutilante et absurdement chère qu'elle n'avait même pas pris la peine de m'expliquer. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle que mon défunt mari, Bernard, avait fabriquée de ses propres mains, et j'ai regardé Clémence pianoter sur son iPad. Mon fils, Guillaume, fixait son téléphone dans un silence de mort. Evelyne, a dit Clémence sans même lever les yeux de son écran. Nous avons fait les comptes. Comme ma mère a besoin d'une auxiliaire de vie à domicile et que l'inflation nous frappe de plein fouet, nous devons restructurer les finances de la maison. À partir du mois prochain, tu devras payer 800 € de loyer pour ta chambre. Je suis resté pétrifié. C'était ma maison. J'avais laissé Guillaume et Clémence s'installer ici quand ils étaient criblés de dettes, leur laissant tout le premier étage pour les aider à remonter la pente. Un loyer dans ma propre maison, ai-je demandé d'une voix calme. Clémence m'a adressé un sourire froid et condescendant. Juridiquement parlant, tu nous as fait une donation de la propriété devant notaire pour éviter les frais de succession plus tard. Le nom de Guillaume est sur l'acte maintenant. C'est nous qui portons la charge financière de la propriété. Vois ça comme ta contribution pour aider ma mère dans ce moment difficile. Guillaume n'a rien dit. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone quand je me suis levé. Mon cœur ne s'emballait pas. J'ai juste ressenti une soudaine et immense clarté. Je les avais accueillis pour les aider, pas pour être tolérée comme une locataire payante dans ma propre vie. Clémence pensait mener la barque parce qu'elle triait le courrier, mais elle oubliait totalement qui gérait les comptes d'entretien, les taxes foncières et l'épargne de précaution. Je ne me sentais plus blessé, j'étais juste parfaitement lucide. Je n'allais pas me disputer avec eux, j'allais agir. Je comprends, ai-je simplement dit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas cherché de juriste. J'ai cherché une entreprise de déménagement et j'ai consulté les détails d'un petit appartement que je possédais au bord du lac d'Annecy. Je l'avais acheté il y a des années pour mes vieux jours et je le louais. Par chance, mon locataire venait de partir le mois dernier. Il était temps d'entamer un nouveau chapitre. Le mercredi semblait parfaitement normal en apparence. Clémence savourait visiblement sa victoire. Elle me donnait des ordres comme si j'étais l'employé de maison. Evelyne, puisque tu vis ici, pourrais-tu t'occuper des courses de la semaine aujourd'hui? Voici la liste. Assure-toi que tout ce qui concerne les enfants soit bio. Elle ne m'a pas tendu un seul billet. 1 an auparavant, j'aurais soupiré et j'aurais tout payé. Aujourd'hui, j'ai pris la liste sans un mot. Je suis allé au supermarché, mais je n'ai acheté que le strict nécessaire. Pour moi, du pain, du beurre, un peu de comté et un sachet de mon café moulu préféré. Quand je suis rentré, la maison était vide. J'ai profité de ce calme pour faire le point sur tout. Au cours des 2 dernières années, j'avais discrètement couvert presque tous les frais fixes, taxes foncières, assurance, habitation, remplissage de la cuve à fioul. Guillaume prétendait avoir besoin de son salaire pour ses investissements en crypto-monnaie. Je me suis assise à mon
Bureau et j'ai appelé l'agence d'assurance. Bonjour, c'est Evelyn Baxter. Je souhaite soit transférer les contrats d'assurance habitation et de responsabilité civile au nom de mon fils, soit les résilier purement et simplement, car je ne suis plus la garante financière de cette propriété. L'agent a été très efficace. Comme c'était moi qui payais les primes depuis 30 ans, la résiliation pour la fin du mois a été un jeu d'enfant. Ensuite, j'ai appelé le fournisseur de fioul. Nous avions un contrat d'entretien et de livraison en prélèvement automatique sur mon compte. J'ai annulé l'autorisation de prélèvement sur le champ. Nous étions fin septembre, un hiver rigoureux s'annonçait et la cuve était pratiquement à sec. Clémence voulait que je lui donne 800 € de loyer, très bien. Cet argent servirait désormais à financer ma propre liberté au lieu de subventionner son train de vie. J'ai rangé mes documents les plus importants dans un petit coffre ignifugé. Je ne me sentais pas comme une victime fuyant son foyer, mais comme un général retirant stratégiquement ses troupes. Depuis le salon, j'entendais Clémence rire au téléphone avec sa mère, se vantant que l'affaire financière avec Evelyne était totalement réglée. J'ai fermé mon premier carton avec du ruban adhésif. Ils pensaient vraiment que je faisais partie des meubles, ils allaient découvrir que j'étais le moteur qui empêchait toute la maison de s'effondrer. Le jeudi matin, Clémence est descendue en s'attendant à mon service de petit déjeuner habituel. D'ordinaire, la table était dressée, les œufs brouillés et les viennoiseries fraîches attendaient. Mais quand elle est entrée dans la cuisine, elle a trouvé un plan de travail totalement vide et impeccable. J'étais assise près de la fenêtre, lisant tranquillement le journal du matin. Où sont les croissants, a-t-elle demandé, l'air sincèrement agacé. J'ai pensé que, puisque notre relation est strictement transactionnelle désormais, c'est chacun pour soi, ai-je répondu avec un sourire poli. Guillaume a déhoulé dans la cuisine, l'air paniqué. Maman, je ne trouve pas mes chemises bleues. Tu ne les as pas repassées? Je l'ai simplement regardé. Mon fils, un homme qui approchait de la quarantaine, était apparemment incapable de se servir d'une table à repasser. Non, Guillaume. J'ai eu besoin de ma matinée pour mes propres courses. Il y a un excellent pressing juste au coin de la rue. Clémence a ricané bruyamment. On ne te demande pas de payer 800 € par mois pour que tu restes assise à ne rien faire. Je l'ai corrigé doucement. Tu as exigé que je paie un loyer. Un locataire doit de l'argent à son propriétaire. Clémence, pas du travail domestique non rémunéré. L'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale. Clémence a claqué une porte de placard et est sortie. Furieuse. Elle ne se doutait pas une seconde que j'étais déjà en train de couper les fils invisibles qui maintenaient leur vie confortable. Cet après-midi-là, le technicien chauffagiste est arrivé pour l'entretien annuel de la chaudière. Je le connaissais depuis des années. Madame Baxter, il faut remplacer les gicleurs du brûleur. Ça va vous coûter environ 500 €. Normalement, j'aurais hoché la tête et fait un chèque. Aujourd'hui, j'ai souri et j'ai dit, vous devrez voir ça avec mon fils, Guillaume. Il assume désormais l'entière responsabilité de la propriété. Je ne suis qu'une simple locataire. Le technicien a eu l'air un peu confus, mais il est monté à l'étage pour trouver Guillaume. Quelques minutes plus tard, j'entendais des éclats de voix venant du premier. Guillaume jurait à cause de cette dépense imprévue et Clémence hurlait que c'était à moi de payer. Je suis resté dans mon fauteuil, cachant un sourire derrière mon livre. J'en avais appris plus sur la pause de limite en 3 jours qu'en 30 ans. J'en avais officiellement fini avec le rôle de la mère dévouée, éternellement sacrifiée. Je connaissais ma valeur maintenant, et bien que ma valeur ne se mesure pas en euros, sans elle, leur petit château de cartes allait s'écrouler. Les jours suivants se sont déroulés dans un silence tendu et gênant.
J'ai joué mon rôle à la perfection. Je gardais mes espaces impeccables, j'étais d'une politesse extrême, mais je ne levais pas le petit doigt pour les aider. Le vendredi soir, un incident a finalement fait comprendre à Clémence que les règles du jeu avaient définitivement changé. Sa mère était venue en visite. Elles étaient assises sur la terrasse quand Clémence a crié à travers la porte. « Evelyne, tu pourrais nous apporter du vin et quelques amuse-bouches ? Ma mère adorerait tes verrines au saumon. » Je suis sorti sur la terrasse les mains vides. « Bonjour, Madame Durand », ai-je salué cordialement sa mère. Puis je me suis tourné vers Clémence. « Je n'ai pas fait de verrine aujourd'hui. Et le vin à la cave est ma réserve personnelle, je l'ai déjà emballé pour mon déménagement. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose au supermarché. » Cependant, le visage de Clémence est devenu rouge vif. « C'est quoi ton problème ces derniers temps ? Tu es devenu d'un égoïsme incroyable. » J'ai gardé une voix parfaitement posée. « J'appelle ça la responsabilité personnelle. Clémence. Tu voulais des frontières financières claires, nous ne faisons que les appliquer. » J'ai tourné les talons et je suis retourné dans ma chambre. Une fois à l'intérieur, j'ai attendu l'appel des déménageurs. Lundi matin, 8 heures. Parfait. J'ai confirmé discrètement. J'avais déjà emballé mes souvenirs. Les plus précieux, la vaisselle ancienne de ma grand-mère, les éditions originales de Bernard et l'argenterie de famille dans des cartons banals que j'avais étiquetés dont Emmaüs. Guillaume et Clémence étaient bien trop enlisés dans leur propre mélodrame pour remarquer que la maison perdait peu à peu son âme. Ils ne voyaient que ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils n'avaient aucune idée que j'avais déjà les clés de ma maison d'Annecy dans mon sac à main. Je n'avais même pas de pitié pour Guillaume. Il était resté là, sans rien dire, à laisser sa femme essayer de m'évincer de chez moi juste pour s'épargner une dispute. S'il ne voulait pas prendre la responsabilité de défendre sa mère, il allait devoir apprendre la responsabilité d'entretenir une maison. Octobre arrivait, la cuve à fioul était dangereusement vide, et le mois allait être très, très froid pour eux. Le dimanche soir était étrangement calme. Guillaume et Clémence étaient sortis dîner, probablement pour se plaindre de mon entêtement. J'ai profité de la maison vide pour tout finaliser. Ma valise était bouclée. Ma petite voiture était garée dans le garage, chargée des quelques objets auxquels je tenais vraiment. J'ai fait un dernier tour de la maison. C'était un bel édifice, mais ce n'était plus un foyer. C'était juste un bien immobilier plombé par le sentiment de supériorité de deux personnes qui ne connaissaient pas le sens du travail. Je n'ai pas laissé de lettres dramatiques ou colériques, j'ai simplement posé une liste très factuelle sur l'îlot central de la cuisine. Il y avait le calendrier de ramassage des ordures, le numéro du ramoneur et une note précisant que le contrat d'entretien de la chaudière expirait le lendemain. Tout en bas, j'ai écrit, j'ai déduit mes 800 € de loyer d'octobre des trop perçus sur les factures d'eau et d'électricité que j'ai payées au début du mois. Nous sommes quittes. Quand ils sont rentrés tard ce soir-là, je les entendais chuchoter dans le couloir. Elle cède, a dit Clémence d'un ton suffisant. Elle nous donnera probablement un chèque demain. Tu vas voir. Guillaume a marmonné quelque chose, il semblait épuisé. J'étais assise dans le noir de ma chambre, ressentant un profond sentiment de soulagement. Je n'avais pas peur d'être seul au lac, j'avais hâte de retrouver un silence qui ne soit pas chargé de ressentiment. J'ai pensé à mon jardin à Annecy, c'était le moment idéal pour tailler les vivaces. Demain à 7 heures-ci, je serai sur ma terrasse à regarder l'eau. Clémence pensait vraiment m'avoir acculé dans un coin où la seule issue était d'ouvrir mon portefeuille. Elle oubliait que c'était moi qui avais construit ce coin-là en premier lieu. J'ai réglé mon réveil sur 6 heures du matin. C'était la dernière fois que je dormirais sous ce toit.
J'ai jeté un dernier regard à la photo encadrée de mon mari sur la table de nuit. Je m'en vais, Bernard, ai-je murmuré dans l'obscurité. C'est le moment. Pile à 7h30, un petit camion de déménagement a reculé dans l'allée. Comme Guillaume et Clémence adorent faire la grasse matinée. Et que l'étage était bien isolé, ils n'ont rien entendu. Les déménageurs étaient de vrais professionnels. En moins de 40 minutes, mes derniers meubles, mon lit, mon bureau et mon fauteuil de lecture préféré étaient chargés. J'avais tout préparé pour qu'il n'y ait pas un bruit. Quand le camion s'est éloigné, je me suis retrouvé seul dans ma chambre vide. Elle paraissait si petite et insignifiante désormais. Je suis allé dans l'entrée et j'ai posé ma clé de maison sur la console. Juste à côté, j'ai laissé une deuxième enveloppe contenant les confirmations de résiliation de l'abonnement Internet et de la ligne fixe, qui étaient toutes deux à mon nom. Clémence se plaignait toujours de la lenteur du Wi-Fi que je payais. Elle pourrait maintenant avoir le plaisir de souscrire un nouveau contrat elle-même, ce qui avec l'opérateur local prenait généralement 2 bonnes semaines. J'ai tiré la porte d'entrée derrière moi. Le déclic de la serrure a résonné comme un chant de liberté. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route. Dès que j'ai rejoint l'autoroute en direction du sud-est, j'ai senti un poids lourd et étouffant de plusieurs années s'envoler de mes épaules. Finis-les, Evelyne, fais ceci, finis-les, Evelyne, paie cela. Vers 10h du matin, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone posé sur le siège passager. L'écran s'est allumé, Clémence. J'ai ignoré. Puis Guillaume. Encore et encore. Ils avaient dû finir par se réveiller et découvrir la chambre vide. Ou peut-être avait-il essayé de se faire un café avant de réaliser qu'il n'avait plus de Wi-Fi pour chercher sur Google pourquoi la machine affichait un code d'erreur. J'ai continué à conduire, regardant défiler les paysages d'automne de la région Rhône-Alpes. Je n'avais pas seulement quitté une maison, j'avais démissionné d'un emploi qui tuait lentement mon esprit. Quand je suis enfin arrivé à Annecy, l'air frais du lac a empli mes poumons. La clé de l'appartement a tourné parfaitement dans la serrure. Il faisait déjà bon à l'intérieur, j'avais allumé le chauffage via le thermostat intelligent 2 jours plus tôt. Je n'étais pas une locataire ici, je n'étais pas un fardeau. Ici, j'étais simplement Evelyne. Vers midi, j'étais assise dans un petit café au bord de l'eau, consultant enfin mes messages. C'était un véritable naufrage numérique. Où es-tu? Que as-tu fait au Wi-Fi? Le chauffage ne s'allume pas. Evelyne, on gèle en bas. Le dernier texte de Guillaume semblait désespéré. Maman, s'il te plaît, réponds. Clémence perd la tête. Sa mère vient cet après-midi et nous n'avons absolument plus d'eau chaude. J'ai bu une gorgée de mon thé Earl Grey. Le chauffage ne s'allumait pas parce que la cuve à fioul était vide, exactement comme je les avais prévenus sur ma liste. Le fait qu'il n'ait pas pris la peine de lire la liste ou de la prendre au sérieux était strictement leur problème. J'ai tapé une seule réponse dans le groupe familial. Je suis chez moi, au bord du lac. Comme convenu, j'ai pris mes propres dispositions financières. Puisque vous êtes les seuls propriétaires désormais, l'entretien du bien relève entièrement de votre responsabilité. Merci de ne me contacter qu'en cas d'urgence concernant mon courrier à réexpédier. Clémence a renvoyé un message vocal instantanément, elle semblait hystérique. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. C'est une rupture de contrat. On comptait sur ton argent. Ma mère a besoin de ce liquide pour ses soins. J'ai supprimé le vocal à la moitié. C'était fascinant, même en pleine crise, tout tournait encore autour de ce que j'étais censé faire pour eux. Pas un seul, est-ce que tu vas bien, ou, je suis désolé. Rien que des exigences. J'ai mis mon téléphone en mode avion. Le lac était d'un calme plat. Un couple âgé est passé
sur le trottoir en se tenant la main et je leur ai souri. Pour la première fois. Depuis la mort de Bernard, je ne me sentais pas responsable du bonheur d'adulte qui refusait catégoriquement de grandir. J'avais cédé cette maison à Guillaume. Pour lui donner un filet de sécurité, il l'avait traité comme un chèque en blanc pour sa paresse. Maintenant, il devait apprendre que la propriété est une responsabilité, une leçon qu'il allait apprendre à la dure en voyant la facture. Pour une livraison de fioul en urgence le soir même. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. C'était le chauffagiste de l'autre jour. Madame Baxter, je n'arrive pas à joindre votre fils, mais c'est un vrai chaos. Là-bas. Les canalisations vont geler et éclater s'ils ne se font pas livrer de fioul tout de suite. Mais la compagnie exige un paiement d'avance pour les livraisons d'urgence et la carte de votre fils a été refusée. J'ai pris une profonde inspiration. Monsieur, je ne vis plus là-bas. Si vous avez besoin de vérifier la propriété, vous pouvez consulter le cadastre. Mon fils est le seul propriétaire. Ça m'a fait un peu mal d'être aussi impitoyable, mais je savais que je devais l'être. Si j'intervenais pour les sauver maintenant, rien ne changerait jamais. Un peu plus tard, j'ai réactivé mes données mobiles. Guillaume m'avait envoyé un email, beaucoup plus posé que ses SMS frénétiques. Il admettait qu'il s'était complètement trompé dans leurs calculs. Clémence avait pris l'argent qu'il devait utiliser pour les charges et l'avait dépensé dans une formation de coach de vie hors de prix pour sa mère. Ils avaient misé entièrement sur mes 800 € de loyer, plus mes contributions habituelles, pour couvrir le déficit massif. Sans Internet, aucun des deux ne pouvait travailler. Car ils étaient tous deux en télétravail. Sans chauffage, la maison était physiquement invivable. Guillaume m'a demandé si je pouvais leur prêter de l'argent. J'ai répondu en 2 phrases, non. Mais j'ai une suggestion. Vendez la maison. Elle est bien trop grande pour vous deux et vous n'avez manifestement pas les moyens de l'entretenir. Prenez un appartement qui correspond réellement à votre budget. La réponse est venue de Clémence. Vibrant de rage, jamais. C'est notre héritage. J'ai juste esquissé un sourire triste. Il considérait cette maison comme un prix qu'il avait gagné, pas comme une responsabilité immense. Mais un prix qu'on ne peut pas entretenir devient vite une malédiction. J'ai passé le reste de mon après-midi à rempoter de la bruyère d'hiver pour mon nouveau balcon. Avoir les mains dans la terre me semblait honnête et réel. Ma vie était simple désormais, propre, et surtout débarrassée des attentes pesantes des autres. Il a fallu exactement une semaine pour que l'inévitable se produise. Guillaume m'a appelé et sa voix semblait totalement vaincue. Il était assis dans sa voiture, le seul endroit où il pouvait se réchauffer en mettant le chauffage à fond. Clémence est partie vivre chez sa mère, a-t-il dit calmement. Elle dit qu'elle refuse de vivre dans une maison qui ne fonctionne pas. Le camion de fioul est venu, mais je n'ai pas pu réunir les 4000 € pour le remplissage d'urgence. J'ai eu de la peine pour lui, mais c'était cette pitié détachée qu'on ressent pour un inconnu qui a fait un choix manifestement catastrophique. Alors, c'est quoi le plan? Guillaume, ai-je demandé. Je ne sais pas, maman. J'ai vérifié le courrier aujourd'hui et j'ai trouvé l'avis de résiliation de l'assurance habitation. Si une canalisation éclate maintenant, on est littéralement en faillite. Je lui ai rappelé doucement, je t'ai dit il y a 3 mois qu'il fallait transférer ces contrats à ton nom. Tu n'as jamais levé le petit doigt. C'était une pilule amère à avaler pour lui. Il avait juste supposé que je réglerais discrètement le problème comme je l'avais toujours fait. Je mets la maison en vente, a-t-il finalement lâché. C'était honnêtement la première décision financièrement saine qu'il prenait de sa vie d'adulte. C'est une sage décision, Guillaume. Si tu as besoin du contact d'un bon agent immobilier, fais-le moi savoir. Mais
Financièrement, je n'interviendrai pas. Il a raccroché sans dire au revoir. Et c'était très bien ainsi. Il devait traverser l'épreuve du feu cette fois. Clémence devait probablement faire la crise du siècle à l'idée de perdre son précieux symbole de statut social, mais ce n'était plus mon problème. Je suis parti faire une promenade nocturne le long du lac. Le clair de lune se reflétait sur l'eau. Je me sentais incroyablement légère, presque sans poids. Les 800 € qu'ils avaient essayé de m'extorquer payaient maintenant ma propre petite vie paisible. Une vie avec du chauffage, de la sérénité et la certitude absolue que personne n'allait plus jamais toucher à ma cafetière. 3 mois plus tard, c'était une magnifique journée de neige en janvier au bord du lac. Mon appartement était douillet et chaud, et tout l'endroit sentait la tarte aux pommes que je venais de sortir du four. Je m'étais fait un super groupe d'amis. Un club de randonnée local pour seniors et un fantastique club de lecture. Ma vie était pleine, totalement libérée des exigences constantes de ma famille. Guillaume a effectivement vendu la maison. Après avoir remboursé toutes ses dettes et les arriérés de taxes, il s'en est sorti avec une petite somme modeste. Il vivait maintenant dans un petit 2 pièces plus proche de la ville. Lui et Clémence avaient entamé une procédure de divorce. Sans mon compte bancaire pour servir d'amortisseur, leur mariage n'avait tout simplement pas survécu au choc de la réalité financière. Guillaume est venu me voir la semaine dernière. Il semblait plus mince, mais pour la première fois de sa vie, il dégageait l'assurance d'un véritable adulte. Il m'a apporté un bouquet de fleurs payées avec son propre argent durement gagné. Nous n'avons pas reparlé du passé, mais juste avant de partir, il m'a serré dans ses bras et m'a remercié pour cette leçon de fermeté. Je ne regrette rien. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour quelqu'un, c'est de s'effacer et de le laisser affronter les conséquences de ses propres actes. Clémence m'envoie encore des emails amers et méchants de temps en temps, m'accusant d'avoir gâché sa vie. Je les supprime sans en lire un seul mot. Mon compte bancaire se porte bien, mais plus important encore, ma batterie émotionnelle est complètement rechargée. Je ne suis plus la bonne vieille Evelyne sur qui on peut compter. Je suis simplement Evelyn Baxter, une femme qui profite pleinement de sa retraite. En m'asseyant près de la fenêtre aujourd'hui pour regarder la neige tomber sur le lac, j'ai réalisé une chose, la liberté commence au moment exact où vous cessez de payer pour l'égoïsme des autres. Je me suis coupé une part de tarte et j'ai souri. La vie était véritablement belle parce que je m'étais enfin donné la permission de la vivre pour moi-même. Je n'étais plus une banque, ni un hôtel, ni un bouc émissaire. J'étais libre, et laissez-moi vous dire que cette liberté avait bien meilleur goût que n'importe quel café bio provenant d'une capsule en plastique.